à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin bien évidemment, on va attendre quelque chose et c'est en train d'être joué actuellement par les opérateurs de marché, on va en parler. Et comme le mardi généralement on fait un peu de trading, je vais vous partager un trade que je vais prendre et que je vais prendre en même temps que vous. Si vous souhaitez éventuellement le jouer avec bien sûr 0,5% du capital, 0,3% du capital, mais je pense que ça peut être super intéressant puisque personne ne le regarde et les conditions de marché sont juste parfaites. Et c'est bien évidemment ici qu'il faut y mettre les yeux lorsque personne ne regarde. Et on en reparle dans 3 mois, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Plutôt investisseur chez les rois, mais il y a aussi un peu de trading, on va en parler dans cette vidéo d'aujourd'hui. Une vidéo relativement courte, mais on va aller relativement vite et à l'essentiel. Il y a eu cette semaine donc encore des résultats d'entreprise. Pour moi, c'est la dernière grosse semaine. Vous aurez donc jeudi Apple. Je rappelle que Apple, on va juste le voir tout petit peu après au niveau des résultats. Ils sont un tout petit peu moins ambitieux que l'année d'avant, mais partez du principe qu'il y a eu la vente des iPhone 15, 15, 15 Pro, 15 Pro Max, qui logiquement devrait avoir un appel d'air plutôt positif. Et si on regarde par rapport à N-1, finalement, ils sont, je crois, en deçà de 1 milliard de dollars sur le trimestre. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Généralement, ils poussent un petit peu sur les iPhones nouvelle génération, si vous voulez. Donc, j'espère que ce sera une bonne surprise pour nous donner la dernière impulsion avant la fin de l'année. Prendre nos profits et attendre patiemment notre ligne. C'est clairement, personnellement, ce que je joue et mon scénario reste inchangé tant que celui-ci n'est pas invalidé. J'ai eu quelques personnes dans le Discord des rois du marché qui m'ont dit: regardez, il y a une Golden Cross qui s'est mise en place, donc c'est bien une Golden Cross ici, puisque c'est clairement le cross entre une moyenne mobile 200 périodes et 50 périodes en daily, et uniquement en daily. Si c'est en weekly, en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes, ce n'est plus une Golden ou une 10 cross, c'est un cross de EMA 200 et EMA 50 en fonction de la time frame. Voilà, les Golden Cross et les 10 cross, c'est très important, c'est clairement en daily qu'il faut les regarder, et c'est la seule time frame qui fait foi par rapport à ces fractales, si vous voulez. Et effectivement, il a raison. La dernière fois qu'il y a eu Golden Cross, 10 Cross, Golden Cross, crash. Ça a fait une espèce d'énorme crash du Covid 2020, juste ici. Donc 10 Cross, Golden Cross, Golden Cross, 10 Cross, Golden Cross, crash. Et derrière, j'ai dit, ouais, t'as raison, mais si tu reviens en 2015, on a exactement les mêmes fractales, et on peut la reprendre ensemble, juste ici. Golden Cross, 10 Cross, Golden Cross et pump. Et pump, pas un petit peu, ça a été un pump assez difficile à jouer. C'est ici où on fait des magnifiques swings sur des premiers arrêts. On est parti, grosso modo, de 200 dollars à 20 000 dollars. Ça laisse rêveur. Donc, qu'est-ce qui pourrait changer par rapport à 2015 vs 2023 ? Bon, je pense pas qu'il y ait un Covid qui va arriver d'ici peu de temps. Qu'est-ce qui n'a pas encore été pricé pour moi ? Tout a été potentiellement plutôt bien pricé, puisqu'on nous crie une récession, finalement il n'y a pas de récession. Je ne dis pas qu'elle ne va pas arriver, je dis juste que tant que le pognon continue à couler, il n'y a aucun risque de récession à avoir. Tant que vous avez un paiement accepté sur votre carte de crédit, il n'y a pas de récession à avoir. Tant que les gens peuvent continuer à s'endetter et voire se surendetter et puissent encore payer leur crédit avec de nouveaux crédits, il n'y a pas de risque systémique à avoir. Et je rappelle quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que pour vous est une crise de dette ? Grand point d'interrogation. Des personnes qui ne peuvent plus rembourser leur crédit ? Non, pas du tout. Des États qui ne répondent pas à leurs obligations de remboursement au niveau de leurs obligations souveraines ? Non, pas du tout. Elle a le droit, regardez Evergrande, il y a une énorme crise, entre guillemets, au sein d'Evergrande parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser ses dettes à hauteur de 100 milliards pour l'un et Golden Garden par rapport à 300 milliards de dettes. C'est juste une crise de confiance. Une crise de dette est une crise de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que les gens n'ont plus confiance ? Bon, si on se regarde entre nous, je vous le dis franchement, on a peut-être des idées derrière la tête d'un risque systémique colossal que si vous êtes dans les marchés financiers depuis quelques années, on vous vend depuis 2008, pour être tout à fait honnête avec vous, et de façon assez pressante. Mais bon, ceux qui ne sont pas dans les marchés financiers, c'est qu'ils n'invitent pas dans ces marchés-là. Ceux qui ne sont pas au courant, si vous voulez, les non-sachants, je n'ai pas envie de dire non-sachants, c'est peut-être péjoratif, mais les non-initiés, si vous voulez, ne le voient pas du tout, et encore moins aux États-Unis, soyez complètement rassurés par rapport à ça. Donc crise de dette, il y aura, lorsque crise de confiance, il y aura. Et à ce moment-là, je suis très curieux de voir notre avis Bitcoin, parce que la dernière fois qu'il y a eu une crise de dette, une crise de confiance sur les marchés financiers, Bitcoin est né. Il y a aujourd'hui 15 ans jour pour jour. Joyeux anniversaire au paper de Satoshi Nakamoto, peer-to-peer, entière de confiance, Money Cash, Electronic Cash.
Merci à toi de l'avoir créé, puisque d'une monnaie, tu en as fait peut-être la plus grande réserve de valeur jamais créée par l'ensemble de l'humanité. Bon, cesse de plaisanterie. On attend quelque chose avec grande impatience, et je pense que ça a été donc joué par les opérateurs de marché, on en avait parlé la semaine dernière, ça se trouve ici sur les options, puisqu'on avait à peu près 12 000, donc ça a un peu baissé, de 200 calls, mais 12 200 c'est passé à 11 800, et on a remis une cartouche pour les 45 000 $ à hauteur de 8 249 calls. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les opérateurs ou des personnes richissimes, parce qu'il faut quand même les coller, les 10 000 bitcoins, sur des calls, sur Deribit ou sur d'autres échangeurs, ici également sur Deribit, plutôt côté asiatique, Deribit, c'est clairement l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot, que ce soit par, alors je pense BlackRock, clairement, hein, et si BlackRock l'a, tout le monde l'aura, et si tout le monde l'a, BlackRock l'aura également. Je pense que c'est clairement ce qui est joué actuellement. Alors oui, ça peut être aussi un hedge position sur des shorts qui seront pris actuellement. C'est complètement possible, je vous le dis en toute franchise, puisqu'il y a clairement des open interest qui sont actuellement maintenus, mais dans des flux acheteurs, dans des breakouts haussiers, dans des arrachements haussiers sur des résistances qui tenaient depuis maintenant plus de 6 mois, honnêtement, des réintégrations, faut pas trop les jouer trop rapidement. Donc on attendra clairement des structures, des réintégrations, des confirmations, clairement ce que les boules ne voudront pas voir, mais personnellement je les joue pas, en tout cas à ce stade-là de l'avancée du cours, je les joue pas. Mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est les approbations des ETF qui sont actuellement entre guillemets pricés, ou en tout cas anticipés, joués, hein, c'est ce qu'on doit dire, par des personnes qui ont les moyens probablement de déplacer le cours à ces niveaux de valorisation dans les prochaines semaines. Je rappelle qu'une fractale de 2019 nous avait poussé le prix de près de 53% en l'espace de 3 semaines. Bienvenue dans la deuxième semaine. Est-ce que ça va se réaliser ou pas? J'en ai pas la moindre idée. Peut-être catalysé par pas mal de résultats d'entreprises qui sont pas forcément très bons, pour être tout à fait honnête avec vous, au niveau européen, plutôt bon au niveau américain, mais le cours retrace, parce que généralement, c'est quand il y a des bonnes nouvelles qu'on prend des profits, et partez du principe que les gens prennent des profits actuellement pour bien valider l'année, et on reprendra, hein, les bottoms se posent en hiver, et les magnifiques rallyes se font en printemps, et c'est juste formidable d'observer qu'au printemps, il y aura l'halving de Bitcoin, pour sa quatrième opération. Voilà, quatrième halving de Bitcoin en avril prochain, donc je crois que ce sera mi-avril. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un petit peu technique au niveau de Bitcoin. Je ne vois pas de surachat, personnellement. Donc on n'est clairement pas dans le surachat actuellement. On est plutôt... on maintient bien au niveau là, de notre DT70 au niveau du RSI. Si vous reprenez la fractale de 2019, on était clairement allé dans le surachat de façon assez exacerbée. En l'espace de 3 semaines, on avait pris 50%. Donc on peut réaliser exactement la même chose. C'est clairement ce qui s'était passé en fait précédemment. Actuellement, je vois que les planètes sont alignées, entre guillemets. En tout cas, les voyants sont au vert. Ça veut dire que les planètes sont alignées, on attend des échéances, bien évidemment, mais ça reste au vert ici, actuellement, les feux sont verts. La seule petite chose qu'on pourrait voir, c'est d'aller chercher en fait et pinguer au niveau de notre SSB juste là, pour donner un élan haussier, peut-être catalysé sur l'annonce imminente de la validation de la SEC pour les ETF Bitcoin. C'est clairement ce que tout le monde attend, et tout le monde le jouera, et si tout le monde le joue, partez du principe que le cours va fortement aller à la hausse, et ce qu'on observera, qu'est-ce que c'est la bougie. Si on fait un Evelyn-Stein pattern réversal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une magnifique bougie verte qui va partir dans les stratosphères, mais qui va clôturer comme ceci, on aura bien la confirmation que les vendeurs entrent en position et que les acheteurs prennent profit. Ça s'appelle des magnifiques bougies de renversement. Généralement, c'est difficile. Bougie de liquidation pour certains, et la liquidation et les pics de liquidation sont menés à être recherchés tôt ou tard, parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur les marchés financiers. C'est un petit peu comme les gaps CME. Les mèches de liquidation sont venues à être mangées. Et c'est clairement ce qu'on avait vu d'ailleurs sur TRB ou sur d'autres cryptoactifs qu'on a vu où les mèches sont venues, en fait, les mèches de liquidation, là où les vendeurs prennent position et les acheteurs prennent profit. S'il n'y a plus d'acheteurs, les acheteurs se placent en bas, les vendeurs restent en position et on vient les déloger tôt ou tard. Ça peut prendre quelques mois, mais c'est clairement ce qu'on peut observer. Donc si on fait quelque chose comme ça, je le jouerai personnellement, mais plutôt dans une zone de rechargement d'achat. Si vous prenez cette fractale-là, on peut regarder également au niveau de Ethereum. Je vous l'avais dit il y a quelques temps, si vous voulez jouer en fait l'ETF Bitcoin, ça peut être intéressant de jouer Ethereum, qui lui nous a confirmé au-dessus de notre Kijun, ce que Bitcoin a fait précédemment juste là, et on est en train de traverser le nuage ici. La prochaine résistance, si vous voulez, donc support, il est ici, hein. D'ailleurs, on est en train de créer une forme de bougie de contrôle, juste là, avec 2 tiges, mais pour l'instant, c'est pas clôturé. Clairement, ça fait office de support maintenant, précédemment résistant. On l'a breaké, magnifique émotion. D'ailleurs, on passe le nuage et on peut aller chercher au niveau de notre Shiguspan. Où ça? Au-dessus du nuage, hein, tout simplement. Donc, si vous aviez à passer, clairement, ça, c'est de la gnognotte à passer, hein. Voilà, vous avez le trait qui est là. Honnêtement, c'est un petit bijou magique. Je voulais pas qu'on transperce la bougie comme ça. Honnêtement, le cours est juste parfaitement bien positionné. On peut clairement aller chercher quelque chose d'intéressant. Boum, 2900 $. Tout le monde sera content, ou juste un petit peu avant éventuellement. On peut venir s'arrêter
éventuellement ici, qui nous donnerait en fait le premier arrêt de tout le précédent mouvement et la neckline du précédent M-top en weekly, ici, voire mensuel, qui nous avait donné la direction baissière et le déclenchement du bull run, même si un peu tardif ici de l'observer, on ne fait que le constater. Ça peut clairement être une poche de liquidité complètement logique à aller chercher ici, au niveau des déséquilibres de marché, pour aller nous chercher les 2500, 2600, voire les 2900 $. Ça peut être joué et le risque-récompense est plus intéressant sur Ethereum que sur Bitcoin à l'heure actuelle. Mais c'est pas ce trade-là qu'on devrait regarder. Si vous prenez en fait l'idée même de la SEC par rapport à une approbation d'un ETF Bitcoin au comptant, qu'est-ce qu'on regarde au niveau de la SFTC, au niveau de l'institution sur les commodities? Parce que clairement, Bitcoin serait probablement pas du recours de la SEC, mais de la FCTC, qui n'est pas donc une securities, mais plutôt une commodities. On va résumer, Proof of work, donc preuve de travail avec des mineurs. En somme, Bitcoin a valu à un instant T 0. 2, la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Bitcoin, même si beaucoup gardés précieusement par des personnes richissimes, on peut partir du principe que Bitcoin est relativement bien décentralisé, même si 1%, enfin 90% des tokens ou 88% des tokens sont détenus par 1% des adresses les plus riches, notamment des États, en passant par la Chine, évidemment. Et vous avez aussi l'ancienneté et l'historique. La résilience, si vous voulez. C'est à peu près les 3 choses qui ont été prises en compte par rapport à la SEC et par rapport à la SEC pour mettre en fait Bitcoin dans la case commodities. Et qui pourrait éventuellement accélérer l'approbation d'un ETF au comptant. D'ailleurs, de plus en plus de personnes, notamment des membres de la SEC, ne comprennent toujours pas pourquoi Bitcoin n'a pas été validé en tant que ETF spot depuis maintenant des mois en arrière, voire des années. Bon, Proof of work, décentralisation et historique ancienneté. Mais moi, j'en connais un de copain. Moi, je connais quelqu'un qui pourrait être éventuellement dans ce cas de figure. C'est l'altcoin. Voilà. Dites-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent entre Bitcoin et l'altcoin vis-à-vis de l'échéance qu'on est en train d'avoir? On est en train de nous pondre des ETF au niveau de l'Ethereum au comptant, qui a déjà été déposé notamment. Pourquoi toutes les preuves de travail ne seront pas demain considérées comme dans un panier de devises d'une commodities par rapport à un indice ou un fonds indiciel de preuves de travail sur BlackRock, sur qui vous voulez? Généralement le top 50 ou peut-être le top 20 des preuves de travail, voire des preuves d'enjeu qui pourraient être éventuellement validées par la SEC également. Donc on touche du bois, mais peut-être dans un second temps. Le seul qui pourrait réellement rentrer parfaitement dans les cases d'une approbation Bitcoin, donc d'une approbation Litecoin, c'est lui, tout simplement. Et honnêtement, le play est jouable. Je vous le dis en toute franchise, il est extrêmement jouable. On peut aller tirer en fait sur un premier arrêt. Donc actuellement, j'y suis en spot sur Litecoin. Je l'avais acheté sur un investissement, je ne sais plus trop où ça, sur les $60 me semble-t-il, quelque part par là. Mais clairement, il est jouable. Si vous le prenez en weekly, notre copain là, il a quasiment clôturé un weekly W, donc un W, voire un triple bottom ici. On l'a quasiment clôturé. Regardez comment c'est beau. Hop, si on prend les clôtures de bougies, c'est au millimètre près ici. Là, on est en train de partir. Bon, grosso modo, on va pas se mentir. Si on le prend ici, en dessous de la précédente structure. Pourquoi en fait on peut bloquer ici au niveau de notre aide? C'est qu'on est déjà parti chercher la liquidité, on a déjà fait le wake-up check du précédent W weekly. Donc si on l'a fait une fois, je le dis, je le redis, il n'y a aucune raison de le refaire. Si on doit le refaire, c'est pour aller donc plus bas. Si en fait, c'est très rare qu'on fasse un truc comme ça. Si on fait ça, c'est plutôt pour faire un truc comme ça et pour aller chercher l'intégralité du truc bien en dessous. Bon, on peut aller chercher éventuellement une 2, et on est potentiellement en train de chercher une 3 ici par extension, donc une 2. Je pense que c'est bon, ça passerait, ou peut-être ici. Bon, peu importe, vous avez compris l'idée. 1,618, on peut chercher un bon take profit sur les 1,618, donc 1,618 au niveau de l'extension, voire 2,618, et on a des liquidations de short en attente qui n'ont toujours pas été allées chercher. Ici, elle est partie les chercher. Hop, pardon. Donc celle-ci, elle est bonne. Elle a été... Ah non, elle n'a pas été prise, en fait. On va regarder ensemble. Celle-ci, là. Regardez comment c'est chirurgical. Donc partez du principe qu'il y a des vendeurs qui sont en train de protéger leur short ici. Donc c'est clairement ce qu'on peut éventuellement viser. Et on va aller chercher quoi? Le premier arrêt. TP1 potentiellement dans un ratio de 1 pour 1. TP2 éventuellement sur une poche de liquidité. Et TP3 sur le premier arrêt. Honnêtement, le ratio risque-récompense est excellent. Je peux parfaitement me tromper. Mais c'est aussi un petit peu mon job, si vous voulez, de vous proposer ce type
ce type de play, sans pour autant être un conseil en investissement, c'est plutôt une préconisation. On enlève nos yeux de Bitcoin, il faut regarder là où les gens ne regardent pas. Et actuellement, là où les gens ne regardent pas, bah, c'est clairement le loulou. Hein, c'est le cousin, le petit frère, la petite sœur, vous l'appelez comme vous voulez. Et c'est clairement une structure qui est juste parfaite actuellement au niveau de l'altcoin. Donc je vais le jouer personnellement et on va regarder où est-ce que ça sera dans 3 mois ou d'ici l'été. Hein. Enfin, d'ici la fin de l'hiver, quoi. Enfin, décembre, quoi, le 29 décembre. C'est un petit peu le jeu. Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé. Par rapport aux Open Interest, RAS, au niveau de l'orthoflow, ça bouge clairement pas. On a quand même un petit regain d'intérêt au niveau de nos amis traders plutôt particuliers ici, dans l'ensemble des comptes, notamment sur Binance. On revient en compte en compte. C'est clairement ce qu'on est en train d'observer. C'est super positif. Ce qu'on est en train de voir actuellement sur Bitcoin, sur des timeframes notamment en 4 heures. Pour moi, on peut vraiment donner le dernier coup de rein ou un gros coup de rein pour aller chercher tout le monde, sortir tous les vendeurs à découvert et on viendra chercher les acheteurs, sauf s'ils décident de prendre des profits, je ferai partie de cette catégorie-là, à prendre des profits sur les intercycles et après j'irai éventuellement rajouter sur des zones de rechargement premier arrêt, mais plutôt zone de rechargement pour moi sur du moyen terme, pour Bitcoin et d'autres cryptoactifs qui m'auront intéressé, puisque si Bitcoin, dans un intercycle, retrace de 10%, vos cryptoactifs préférés retracent de 20% ou de 30%. Sachez-le, hein, on a encore le temps, et je le dis, je le répète, on ne le dira jamais assez. Généralement, le alt season commence après l'halving. Donc il faut juste le prendre en considération, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. On peut éventuellement chercher... on me partage souvent ces vidéos-là et je vous en remercie, vous avez parfaitement raison de le faire. Est-ce que l'halving a une incidence claire et réelle par rapport au prix de Bitcoin ? Bon, on peut dire que non si vous voulez, ou on peut dire que oui. C'est toujours en fait un effet autoréalisateur. Voilà, il faut absolument qu'un maximum de personnes soient du même côté du mouvement avec des flux de capitaux entrants. Pourquoi t'achètes ? Parce que j'achète. Mais pourquoi t'achètes ? Parce que ça monte. Et pourquoi ça monte ? Parce que t'achètes. Si vous avez en fait cette idée-là dans un minimum de temps, eh ben c'est effectivement là que vous devez prendre des profits et c'est en ça que c'est autoréalisateur. Donc maintenant qu'il y a une forme de programmabilité, voire une cyclicité, c'est à peu près ce qu'on essaie de retrouver au niveau des marchés plus traditionnels sur des crises tous les 5 ans. Vous vous rappelez qu'on nous vendait ça. Bon, maintenant c'est un petit peu atomisé, mais dans l'idée, jusqu'aux années 2010, si vous voulez, bah, tous les 5-6 ans, vous aviez une crise, à droite, à gauche, en bas, enfin en haut, en bas, peu importe. On s'était en fait... rassuré de ça. Et on le jouait d'ailleurs, beaucoup le jouaient. Okay, d'ailleurs, on peut même reprendre des cycles beaucoup plus longs au niveau des cycles de Barner notamment. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble sur la chaîne des rois du Bitcoin et qui fonctionne bien et d'ailleurs qui nous donne une apocalypse en 2026 pour information ou une intercyclicité d'apocalypse en 2026. Peut-être l'année du réel, on est en train de la vivre, mais l'apocalypse, ce sera peut-être 2 ans plus tard. C'est clairement ce qui s'était passé 2006-2008, si vous voulez, et puis ça viendra d'une crise de confiance, et non pas pour une crise de dette, mais une crise de confiance. Je pense qu'on va la vivre, bien évidemment. En parlant de crise de confiance, on peut faire un tout petit tour au niveau des news, mais juste avant ça, on va parler bien sûr crypto. Avant de continuer, ici, Top Crypto Project by Developer Activité en octobre, jusqu'au 30 octobre 2023. Et franchement, bravo. Je tape dans les mains, Cardano, Polkadot, HDRA, donc HBAR, Aptos, Chainlink, Cosmos, IOTA, Avalanche, Multiverse et Radix. Bon, grosso modo, regardez ces cryptos-là. Encore une fois, ne suivez pas l'argent, suivez les talents. Et les talents aujourd'hui dans du build, enfin dans de la construction d'infrastructures, c'est clairement les développeurs qui sont derrière. C'est pas moi, c'est pas vous. Nous, on est des fourmis qui gravitent autour en espérant en fait en tirer un rendement. Mais clairement, c'est eux qu'il faut regarder. Ce sont les talents. Les talents, ce sont les développeurs aujourd'hui dans la construction des infrastructures de blockchain et de ces ruptures technologiques. Donc bravo Cardano, bravo Polkadot, bravo etc. Et puis Cardano, bien qu'il soit relativement bien valorisé, une market cap de 10 milliards de dollars, il est aujourd'hui sur ses plus bas niveaux historiques. Donc pourquoi pas y jeter un œil. Personnellement, j'y suis investi. Et probablement, vous devez, si aujourd'hui vous êtes investi dans une 50aine de cryptos et que vous n'avez pas l'une de ces cryptos-là, votre stratégie m'intéresse. C'est que vous savez quelque chose que je ne sais pas ou que vous jouez quelque chose que je ne sais pas, ça m'intéresse que vous le mettiez dans les commentaires, mais il est très probable que nous ayons en fait en portefeuille ce type de crypto, pour ceux qui m'écoutent actuellement, en tout cas dans une part non négligeable. Alors quand on parle d'une part non négligeable, je le dis, je le répète, on pose souvent la question et on se partage souvent. Regardez mon portefeuille, qu'est-ce que vous en pensez ? Et vous avez raison de le faire. Je vous donne ma vision, comme ça vous l'avez complètement. Si on vous pose la question sur le Discord des rois du marché, vous pouvez répondre à ma place. Si vous dites, par exemple, je vais mettre Cardano 20%, je vais mettre Polkadot 5%, je vais mettre HBAR 10%, je vais mettre Aptos 7%, je vais mettre Chainlink 30% et Cosmos IOTA 5% et 5%.
Bon, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis, c'est 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Terminé. À aucun moment, Aptos doit avoir une considération supérieure par rapport à Cosmos. À aucun moment, Chainlink ne doit avoir une considération supérieure à IOTA et Avalanche par rapport à Cardano. Vous allez me dire, mais Hermès, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Dans votre esprit, c'est pas la même chose. Alors, ils font pas les mêmes cas d'utilité. Oui, tout à fait, pas les mêmes cas d'utilité. Mais c'est la même chose que d'avoir du Total, par exemple, et d'avoir du Air France. Ils font pas du tout la même chose. Pourquoi vous mettrez plus dans Air France que dans Total, si ça vous intéresse? Oui, bah, vous allez me dire, mais c'est des avions. 5%, 5%, ou 10%, 10%. À aucun moment, dans un panier de devises, équipotentialité, vous devez en fait surpondérer un indice par rapport à un autre. Ou surpondérer une action par rapport à une autre. Ou surpondérer une crypto par rapport à une autre. Et je vous le prouve. Vous voyez que je vous le prouve? Si vous prenez toutes les valeurs du CAC 40 sur les 20 dernières années, et que vous avez investi dans un fonds indiciel du CAC 40 sur les 20 dernières années, et que la même personne, il y a 20 ans, avait mis à équimontant, à exact montant, toutes les valeurs du CAC 40. Et bien la valeur résiduelle ou la performance résiduelle de ces deux stratégies, si vous aviez mis 10% ou enfin 2% pour les 40, donc 2,5, un peu moins de 2,3% dans toutes les actions du CAC 40, en prenant en considération, donc je jette les moins belles et je renforce les plus fortes, c'est ça l'idée, et que vous l'aviez en fait continué pendant les 20 prochaines années, vous aurez doublé votre résultat. La performance aurait été 2 fois supérieure. Voilà, comme ça je vous le donne en 1000. J'espère que je vous aide en vous disant ça. C'est limpide, clair comme de l'eau de roche. 2 fois supérieur. Entre une personne il y a 20 ans aurait mis un fonds indiciel, j'y touche pas pendant 20 ans. C'est-à-dire que vous utilisez la pondération de l'indice. Ça veut dire que Total ou France Télécom à l'époque ou EDF à l'époque ont été surpondérés, si vous voulez. Et ben, au lieu de les surpondérer, vous auriez mis 2%, 2%, 2%, 2%, 2% sur les 40 valeurs et que vous auriez sorti les 3 dernières de façon annuelle ou les 2 dernières, même si, alors pour le coup c'est moi qui le rajoute ça, vous auriez quand même fait x2, mais vous sortez les moins performances et vous rajoutez les moins performances pour celles qui rentrent à hauteur de 2,5%, c'est plus que x2, et je ne parle même pas des rendements accumulés. Voilà, on serait au moins x3. Bon, vous allez me dire, Hermès, t'es gentil, mais x2, x3, x4, d'ailleurs c'est plus que x3, x4, je dis ça, mais en fait c'est x2 par rapport à la performance. Mais en termes de il y a 20 ans en arrière, si vous prenez le 440 avec les bénéfices réinjectés, vous allez dire, Hermès, autant aller sur des cryptos et prendre du Bitcoin. Non, je reprends la même démarche. D'ailleurs, si vous reparlez du luxe il y a 20 ans en arrière, c'était pas aussi performant. Juste que pour bien que je me fasse comprendre, voilà, ici, au niveau du PX1 GR, ça veut dire avec les rendements réinvestis, avec les dividendes réinvestis, vous le prenez 20 ans en arrière, on ne l'a pas personnellement, mais si on le prend là-dedans, par exemple, jusqu'ici, vous aviez fait 300%, et ben vous y auriez doublé en mettant une potentialité, enfin une investissement dans l'ensemble des valeurs du CAC 40, sans pour autant prendre en considération la pondération déjà induite dans les fonds indiciels du CAC 40. Voilà, si vous voulez l'exemple concret, si vous prenez le S&P 500, vous avez 20% en fait du S&P 500 entreprises les plus capitalisées des États-Unis, 20% de la valeur, c'est les GAFAM. Donc c'est 6 valeurs dans 20% des valeurs. Voilà, comme ça vous avez exactement le truc. Donc si vous voulez aujourd'hui investir dans un fonds indiciel dit S&P 500, eh ben, vous pouvez prendre le S&P 500. C'est un peu compliqué. Mais il y a des ETF qui le font. Je ne la vende pas. Il y a des ETF qui ne prennent pas en compte les pondérations, donc à équipondération. Et vous en avez qui sont très bien, qui sont pas chers du tout. Et ça vous fait passer en fait Apple, par exemple, à 2%, ou à 1%, ou à 0,5% du portefeuille. C'est clairement ce que je préconise personnellement. Et si je devais être investi dans des fonds indiciels, c'est clairement ce que je ferais. Donc très bonne nouvelle. 16 de pleine entrée, on continue à autre chose. Bon, ça c'était côté crypto, c'était super intéressant. J'espère que je vous ai aidé là-dessus. On fait juste un petit peu de macro, parce que tous ces résultats d'entreprise qui sont plus ou moins bons, qu'on peut avoir, mais plutôt au-dessus des attentes, et c'est clairement ce qu'on voulait observer personnellement, en tout cas ce que je voulais moi personnellement observer. Les impayés sur carte de crédit augmentent désormais à le rythme le plus rapide depuis 1991. Depuis 2022, le taux de délinquance sur les cartes de crédit ont augmenté de près de 60%. Pour mettre cela en perspective, même à la plus forte de la crise de 2008, les taux de croissance des impayés sur carte de crédit n'avaient jamais dépassé les 50%, on est à 60%. Ce n'est probablement que le début d'une souffrance que les consommateurs ressentiront en raison des tarifs plus élevés, tout cela alors que l'épargne excédentaire devrait être épuisée d'ici la fin de l'année 2023. Honnêtement, quand on parle de réserves épuisées excédentaires par rapport au cas Covid, on parle des plus riches.
ici, en tout cas des plus aisés, si vous voulez, hein, parce que les plus modestes ont déjà liquidé l'intégralité de leurs réserves. Donc là, c'est de façon globale. Mais si vous prenez le médian, 50% les moins riches et 50% les plus riches, les 50% les moins riches ont déjà tout cramé depuis un an. La Fed peut-elle vraiment éviter une récession ? Difficile à croire. On continue avec ceci. Une autre conséquence de la fin de l'ère de l'argent gratuit, une forte baisse des rachats d'actions des entreprises. C'est clairement quelque chose qui va influencer sur l'action Apple, pour information, parce que l'action Apple continue comme beaucoup, hein, comme Berkshire Hathaway, etc. D'ailleurs, ont renforcé leur rachat d'actions sur les derniers mois précédents, dans l'attente en fait de cette taxation supplémentaire. Ça, c'est le gouvernement Biden qui a proposé en fait une taxe supplémentaire de 1% sur le rachat d'actions, qui accentue en fait la pression fiscale finalement de ces dernières et qui va peut-être moins rendre enclin le rachat d'actions de ces grosses entreprises, notamment américaines. Donc c'est clairement ce qu'il faut prendre en considération. Et le rachat d'actions est désormais atteint un niveau observé pour la dernière fois en janvier 2021, juste avant le début de la pandémie. Donc attention par rapport à ça, une nouvelle baisse jusqu'en 2025. Donc c'est pas très encourageant. Sur la non-création d'un nouvel argent pour pouvoir soutenir les cours, ce ne sera pas les entreprises qui vont soutenir le propre cours, qui aura donc pas une forme de pression vendeuse, mais en tout cas une moins pression acheteuse. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, à prendre en considération également. Celle-ci, je voulais trouver, j'ai trouvé ça super intéressant sur Twitter de The Cosby Later. Les Américains dépensent désormais 2,7% de leurs revenus disponibles en intérêt de la dette. C'est plus qu'en 2008. En 2021, les Américains n'ont dépensé que 1,2% de leurs revenus. Pendant ce temps, 90% des prêts hypothécaires sont toujours bloqués à des taux inférieurs à 5%. Il est vrai, et ça m'a été proposé dans des commentaires, et je te remercie si tu te reconnais, si tu écoutes cette vidéo, beaucoup en fait de prêts aujourd'hui hypothécaires des États-Unis sont à taux fixe. On parle en fait des taux variables, mais c'est une toute petite quote-part qui sont actuellement à taux variable. Donc il y a une partie, et c'est souvent les deux en fait, si vous avez une hybridation entre taux fixe et taux variable sur des emprunts hypothécaires, immobiliers ou crédits, etc. Et actuellement, 90% de ces prêts-là sont bloqués sur des taux inférieurs à 5%. Et de nombreux prêts automobiles qui sont toujours assujettis à des taux moitié actuels du taux actuel, donc 2,5%, 2%, etc. Donc il faut comprendre que si on continue en fait dans cette forme de dépense et qu'il faut de nouveaux crédits, si vous voulez, pas forcément pour payer les crédits, mais au moins pour consommer, partez du principe que les Américains sont bientôt entre 4 et 5% de leurs revenus en intérêt. L'ère de l'argent gratuit est donc révolue. Et vous allez me dire, ouais, mais 4 à 5% des revenus de l'intérêt, c'est pas beaucoup. Je vous le dis franchement, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que si vous gagnez 50 000 $ par an, 50 000 euros par an, 2,5 2500 euros sont directement assujettis aux intérêts. Aux intérêts. Je ne parle même pas du remboursement de votre capital. Je parle de l'intérêt. Donc vous prenez 2500 euros, ça c'est le coût de la dette, si vous voulez. Mais si on compare par rapport à l'échelle d'un État, et ça je trouve ça super intéressant, est-ce que vous connaissez la charge des intérêts de la dette par rapport aux recettes du trésor public, notamment français ? Il y a actuellement, on lit en 2022, la charge de la dette publique, c'est-à-dire la dette consolidée de l'ensemble des administrations publiques, s'est élevée à 49 milliards d'euros, donc 50 milliards, en comptabilité nationale, soit 3,5% des recettes publiques, ou 3,8% avec les frais, notamment les frais bancaires. Ils se gavent, c'est un truc de fou. Ou 1,9% du PIB. Le PIB, on s'en fiche. C'est clairement ça qu'il faut regarder. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, on nous explique devant BFM TV que la charge de la dette, on va d'ailleurs en parler avec les académiciens si ça vous intéresse. J'ai plein de choses à dire là-dessus et ça va peut-être vous faire réagir, en tout cas, vous faire vous rassurer par rapport à ce qui est en train de se passer, comme quoi on a vraiment le temps avant d'avoir une apocalypse de crise de confiance. Donc 3,5%, ça peut monter à 5%, c'est pas très grave. Est-ce que vous connaissez la charge de la dette US par rapport au trésor américain actuellement en 2022 ? 10%. 10%. Les recettes fiscales, c'est 4 900 milliards de dollars. Bon, on nous explique que le budget américain, c'est 6 000 milliards. C'est normal. Ils en mettent 1000, voire 2000 dollars de plus, 2000 milliards de dollars de plus dans le budget de l'État. C'est de l'emprunt. Ils font tourner leur planche à billets. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais si vous prenez par rapport aux recettes du Trésor américain, par rapport au coût de la charge de la dette américaine, c'est 10%. C'est 10%. Et si vous le prenez par rapport à la quote-part du PIB, c'est un petit peu moins, mais ça reste quand même relativement élevé. Évidemment. Bon, vous avez compris un petit peu l'histoire. Donc on a le temps, hein, avant que ce soit 10% au niveau des charges de la dette, j'espère qu'elle nous aura sauvés, la Banque Centrale Européenne. Non, ne partez pas de ce constat-là, c'est de l'ironie.
Ça, c'est super intéressant parce que si on compare en fait par rapport aux charges de la dette vis-à-vis du PIB américain vis-à-vis de l'UE au niveau de l'Europe des 27, si vous prenez la dette des États-Unis, 360 millions d'habitants, 29 000 milliards de dollars. Si vous prenez l'UE des 27, 460 ou 450 millions d'habitants, on parle ici de force démographique, au-delà de parler d'une force économique, on est à 13 000 milliards de dollars, d'euros, ici. Et si on compare à PIB, à EQI-PIB, entre les États-Unis et l'UE, bon, bah, c'est 2 fois moins. Mais on a quand même encore un petit peu de marge de manœuvre. Si aujourd'hui le PIB américain c'est 33 000 milliards de dollars, celui de la zone euro c'est 16 000 milliards d'euros. Donc si vous prenez, même sans pour autant prendre la balance de change, enfin, les taux au niveau des monnaies, à partir du Brésil c'est à peu près 2 fois moins, comme ça on résume, 2 fois moins pour plus que 2 fois moins de dettes. Donc on a encore un petit peu de marge de manœuvre, on peut encore imprimer, ça pourrait éventuellement nous aider à propulser nos valeurs du CAC 40 et nos valeurs européennes peut-être un tout petit peu plus haut qu'elles ne le sont déjà. Le Trésor prévoit d'ailleurs d'emprunter, comme ça on couronne le tout, 1,6 billion de dollars, donc 1600 milliards de dollars de nouvelles dettes, au cours de la période des 6 mois couvrant ce trimestre et le prochain trimestre. Donc soyez rassurés, le PIB américain ira bien pour la fin de l'année 2023. Donc je vous l'avais dit, d'ailleurs, c'est maintenant qu'on a ces informations-là, puisqu'on les constate, encore une fois, il y a 2 façons en fait de pouvoir, entre guillemets, accompagner, si vous voulez, la croissance d'un pays. On règle des problèmes de croissance, pas plus de dettes. C'est clairement ce qu'on fait depuis les 70 dernières années. Ça a l'air de fonctionner, ça devient juste exubérant maintenant. Mais c'est clairement ce qui est en train de se passer. Si aujourd'hui on a un PIB américain à 4,9%, c'est clairement sur les investissements, sur les subventions et sur les emprunts vis-à-vis de l'État américain, du Trésor américain. Donc ceci ne peut pas durer. Et c'est clairement en fait ceci le privilège exorbitant, comme le disait le général de Gaulle. Je finis juste là-dessus, comme ça on ne se laisse pas biaiser par rapport à ce qu'on est en train de lire ici. Vous aviez des résultats, les bénéfices du trimestre de Chevron, donc pétrolière, s'effondrent, les actions chutent à la suite d'un manque à gagner. Ici, vous avez Air France-KLM touche un plus bas historique en bourse après son T3, bien qu'il avait annoncé plusieurs dizaines de nouveaux avions commandés Airbus notamment. Et ici, vous avez Pierre Papier, 80% des SCPI n'ont pas encore baissé leur prix de part. On a le temps pour les CPI. On en avait parlé il y a 6 mois en arrière. Attendez que ça s'effondre. Si ça vous intéresse aujourd'hui au niveau des CPI, c'est pas quand on commence à en parler. Là, on est au début peut-être d'une chute, voire de rien. Peut-être que tout va rentrer dans l'ordre, etc. Mais si on veut en fait attraper cette opportunité de CPI, personnellement, je le regarde, mais il faut vraiment qu'on soit dans la déchéance, quoi. Et d'ailleurs, on vous le dit ici, c'est juste par rapport au nombre de retournements dans les bureaux. Ces sociétés qui amènent surtout les filiales de grands réseaux bancaires font toutefois partie des poids lourds du secteur qui représentent près d'un quart de la capitalisation des SCPI qui s'établirait à 93,5 milliards d'euros en fin 2023. Donc on demande à tout le monde de repartir dans les bureaux. Ce qui est bon, en tout cas pour les SCPI, est moins bon pour Zoom et moins bon pour nos valeurs technologiques donc post-Covid. On en parlera d'ailleurs dans la semaine ou peut-être lors du live. On ne peut malheureusement plus aujourd'hui miser. Et c'est après quand je prends des décisions avec 2% du capi ou 1% du capi, je les garde personnellement parce que je ne suis pas surinvesti. Mais il faut faire attention, si on a choisi aujourd'hui des actions qui ont fortement retracé, post-Covid. Je vous explique pourquoi, puisque aujourd'hui, les performances du Covid ne se reproduiront peut-être pas de sitôt. Donc les performances passées ne reflétant pas les performances futures, surtout lorsqu'elles ont été catalysées par un événement externe extrêmement catalysant. Voilà. Covid, c'est extrêmement catalysant, donc plutôt des opportunités de vente ici, ou d'achat, mais de vente dans les plus hauts sommets. Et c'est exactement la même chose lors de la crise de 2008, extrêmement catalysant sur des opportunités en or pour éventuellement investir dans l'immobilier, investir dans les actions, investir dans tout ça. Vous avez compris un petit peu l'idée. J'espère que je vous ai aidé. J'ai pas plus de choses à vous dire. Vous avez mon trade parfait, c'est Litecoin, et on se le suivra ensemble. Si vous voulez éventuellement en proposer d'autres, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires, et on les regarde, pourquoi pas dans la vidéo de jeudi si ça vous intéresse. Ciao.